la Russie aurait piégé la centrale comme elle avait piégé le barrage qui a finalement explosé, qu'elle a fait finalement exploser. Et il y a du nouveau ces dernières heures parce que, selon l'Ukraine, la centrale est en train d'être évacuée de tous ses occupants, y compris les techniciens qui assuraient sa maintenance, qui assuraient son fonctionnement depuis plusieurs mois, lorsque la centrale nucléaire est passée du côté russe, alors qu'elle était évidemment ukrainienne. C'est la plus grande centrale nucléaire ukrainienne. Voyons d'abord ce qui s'est passé exactement, ce que disent les uns et les autres. Et puis évidemment, on se sent concerné. Rappelons que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, même si elle ne fonctionne pas dans sa totalité, et l'une des plus grandes, ou peut-être la plus grande d'Europe. Bref, la plus grande d'Europe. Voyons d'abord ce qu'il en est pour ces dernières heures. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelles sont ces affirmations sur cette centrale et quels sont les éléments qui accréditent cette idée qu'il y a péril autour de cette centrale ? Eh bien, les renseignements militaires ukrainiens l'affirment, la centrale de Zaporijjia est en train d'être évacuée. Les 3 superviseurs russes sont partis et les employés ukrainiens ont pour ordre d'évacuer la centrale d'ici le 5 juillet, écrivent les renseignements militaires. Cela signifie, si c'est vrai, que dans 48 heures, les 3000 employés et les soldats russes auront quitté le site de Zaporijjia. Il n'y aurait alors plus personne pour assurer le fonctionnement de la centrale. Mais surtout, les services ukrainiens y voient un nouvel élément confirmant que les Russes ont l'intention de provoquer un accident radioactif. Comment ? En faisant exploser certains sites stratégiques de la centrale. Plus précisément, 2 endroits qui ont été piégés selon Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. D'abord, le bassin de refroidissement avec des mines qui servent, comme son nom l'indique, à refroidir la centrale et les réacteurs. Les Russes auraient également disposé des explosifs à côté de 4 des 6 réacteurs de la centrale. Dans le Washington Post, un employé de Zaporijjia qui travaille au quotidien sous le contrôle russe témoigne, la menace d'une attaque terroriste est élevée. Samedi, Volodymyr Zelensky lui-même lance l'alerte. Écoutez. Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду. Et comme pour joindre le geste à la parole, des exercices d'évacuation depuis plusieurs jours sont organisés aux alentours de la centrale, dans les régions non occupées par les Russes. En 4 heures, tout le monde doit avoir quitté les lieux, direction l'ouest de l'Ukraine. D'autres habitants se préparent individuellement avec des pastilles d'iode ou encore du scotch pour calfeutrer les fenêtres. Si la centrale a effectivement été piégée et que les Russes décidaient de faire exploser ces endroits de l'installation, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ce serait un nouveau Tchernobyl ? Alors disons tout de suite, non. En théorie, si les Russes en venaient à faire sauter le bassin de refroidissement, les réacteurs ne seraient alors plus refroidis. Ils pourraient alors monter en température jusqu'à s'emballer et exploser. Et la structure en béton qui les protège serait alors fissurée, laissant s'exfiltrer plusieurs particules radioactives dans l'air. Mais c'est ce qu'il s'est passé en 1986, à Tchernobyl justement. Mais la grande différence, c'est qu'à ce moment-là, le réacteur numéro 4 fonctionnait à plein régime au moment de la catastrophe. Ce n'est pas le cas de la centrale de Zaporijjia aujourd'hui, car depuis septembre, 5 des 6 réacteurs de la centrale sont à l'arrêt. Le 6e est en veille depuis plusieurs mois. Il y a donc beaucoup moins de risques de déchets radioactifs. Dans le cas où les réacteurs venaient à exploser, après une détonation volontaire d'explosifs par exemple, eh bien la structure qui les protège là aussi serait abîmée. Cela libérerait des particules radioactives, mais là encore, dans une proportion moindre. Reste une 3e hypothèse, David, celle d'explosifs placés dans un autre endroit, au niveau du stockage des déchets. Vous voyez, c'est juste ici. Eh bien, pour Lova Rinel, spécialiste nucléaire à la Fondation pour la recherche stratégique, cela entraînerait un accident nucléaire grave, mais qui resterait localisé et maîtrisé. Écoutez.
Là où on peut effectivement, s'interroger, c'est sur le dépôt d'armements explosifs sur les déchets, sur d'autres sites de la centrale, où en fait les émanations radioactives seraient moins graves. Et effectivement, vous pouvez atteindre une population et vous mettez en fait toute une zone sous sarcophage et en danger. Tout dernier point. L'Agence internationale de l'énergie atomique, elle aussi, se veut rassurante. Elle a effectué une visite de la centrale de Zaporijjia le 13 juin, après les premières accusations ukrainiennes. Elle se dit préoccupée par la situation, mais ne cède pas à la panique. Nous n'avons vu aucune preuve que la centrale ait été minée. Mais rappelons que cette visite a eu lieu il y a maintenant 3 semaines. C'est ça, quasiment 3 semaines. Merci Quentin. Donc vous avez compris d'abord, pas de dramatisation. Ça ne sera pas Tchernobyl. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que ce réacteur, il n'y en a plus qu'un sur les 6 qui fonctionne. Et il fonctionne d'une certaine manière. Il est en veille. Donc il ne s'agit pas de penser qu'il va y avoir des radiations partout. Est-ce que d'abord, d'un point de vue factuel, vous avez tendance à estimer que l'Ukraine dit la vérité? Ce n'est pas n'importe qui en Ukraine qui en parle, et notamment Boudanov, qu'on connaît. Est-ce que vous estimez que c'est la vérité? Et est-ce que les Russes auraient vraiment intérêt à piéger cette centrale nucléaire? Oui, c'est possible. Après la politique de la terre brûlée et de la terre inondée, ce qu'ils ont fait avec le barrage, c'est la politique de la terre contaminée. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande explosion nucléaire, mais ça va faire pas mal de déchets radioactifs. Je pense surtout la zone des déchets, moi. La zone des déchets, ça va épandre des tas de déchets radioactifs et donc ça va neutraliser une zone. Donc oui, c'est possible. Alors est-ce que le renseignement est bon ou pas? Mais que les Russes s'apprêtent à quitter, et on fait les préparatifs pour quitter cette centrale, et ils ne vont évidemment pas la remettre en main propre à l'Ukraine en état de fonctionner, c'est la politique de la terre brûlée, donc qu'ils puissent pratiquer ce type de destruction, c'est impossible. 2, pas très compliqué en fait. Il suffit d'un nombre d'explosifs bien placés pour arriver à contaminer le terrain qui est tout autour et l'empêcher de fonctionner après. Ce serait quand même la première fois qu'on verrait un État se livrer à ce qu'il faut qualifier de terrorisme nucléaire ou radiologique en tout cas. Ce serait... ce qui est déjà incroyable, c'est de dire qu'ils évacuent la centrale. Une centrale, elle a besoin d'avoir en permanence des gens présents pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de sécurité, y compris un... Vous savez, c'est la différence entre une centrale thermique et une centrale nucléaire, c'est qu'une centrale thermique, si vous ne mettez pas de charbon ou de gaz ou de pétrole, il ne se passe rien. Dans une centrale nucléaire, vous avez toujours les neutrons qui tournent à toute allure, enfin plus ou moins vite d'ailleurs, en fonction de... Et ceux-là, ils ne s'arrêtent pas. Certains vont encore tourner pendant 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles dans les zones de déchets. Donc vous avez besoin en permanence d'avoir des gens qui sont là pour s'assurer que tout va bien. Et une centrale nucléaire, c'est quand même quelque chose d'un peu fragile. C'est pas fait pour être un lieu de combat et certainement pas un lieu de sabotage. Donc ce serait un crime de guerre d'une ampleur jamais vue. D'utiliser une centrale nucléaire pour faire la politique de la terre brûlée. Je ne vois pas quelle étape, si ce n'est une arme nucléaire, quelle étape plus grave on pourrait franchir. Après, simplement, c'est vrai qu'on pensait jusqu'au dernier moment que les Russes ne feraient pas exploser ce barrage. Et on pensait jusqu'au dernier moment... On pensait même qu'ils n'envahiraient pas l'Ukraine. Enfin, moi, jusqu'au dernier moment qu'ils n'envahiraient pas l'Ukraine. Donc maintenant, je suis très prudent dans mes pronostics. Mais la Russie est capable de puissance nucléaire. Et là, je parle de nucléaire civil. Oui. Elle a un long savoir-faire. Est-ce que vous la voyez, compte tenu de ce savoir-faire, de la connaissance qu'elle a, prendre ce risque? Malheureusement. Moi, je pense que Zelensky dit probablement la vérité. Je pense que la Russie est capable de faire ça. Et la troisième chose qui m'inquiète, moi, c'est que se passe-t-il après? Parce que, quelle que soit, en fait, l'importance, si jamais cette catastrophe, si ce tabou est brisé, parce qu'il s'agirait d'un tabou qui serait brisé, même si la radiation reste localisée, quelle est la réaction des Occidentaux? Quelle est la réaction des Américains? Sachant qu'il y a à peu près un mois, certains responsables américains, à la fois démocrates et républicains, des sénateurs, ont prévenu
que toute attaque, toute explosion contre du nucléaire, y compris civil, serait en fait une attaque qui serait susceptible d'entraîner une réaction de l'OTAN, et notamment de l'article 5. Alors, Enfin, pas de l'article 5, mais une réaction de l'OTAN. C'était des sénateurs, ils l'avaient dit, C'était on une en avait commission parlé mixte, sur ce plateau. Même, sénateurs absolument. à la fois républicains Absolument. et à la fois démocrates. Donc, que font les États-Unis si demain... Et nous, Français. Et que faisons-nous si demain, la Russie fait exploser une centrale nucléaire? C'est un des derniers tabous. alors écoutons là-dessus, justement, les débats à la télévision russe. Cette question est directement évoquée. Ouais. Effectivement, ils évoquent Si Vladimir l'idée que Poutine l'OTAN voulait faire pourrait rentrer réagir. l'OTAN dans la guerre, il ne s'y prendrait pas autrement. Écoutons la télé russe et on y revient tout de suite. Что-то, какая-то провокация, инцидент на Запорожской АЭС в программе, в повестке дня Ну, Вильнюсского хочется, конечно, надеяться, что никакой такой провокации не будет. Мало никому не покажется, ни нам, ни им. В таком случае, во-первых, это приведет практически немедленно к заморозке конфликта военного на определенной территории. Это первое. Просто физически... Ну, понятно, там будет нельзя невозможно. будет Войска просто не будут, ничего. танки не будут. Почему? Нет, потому что в случае заражения, вы знаете, вы представьте, мы не можем себе представить, что была бы какая-то, даже если бы так было, битва вот прямо в этой ситуации. Нет, это будет катастрофическая ситуация, надо это понимать. Вооруженные силы наши, что в Советском Союзе, что в России, были предназначены для того, чтобы вести боевые действия в зоне радиационного заражения. Конечно, Вся наша на военная бумажке это техника- так. Не на бумажке, а так и То есть. есть вы считаете, что наши генералы пошлют войска У в нас, это зону войска- у радиационного... нас военная техника создается именно с этим умыслом. И к тому же украинская армия получила 10 тысяч комплектов специальных костюмов. Но вы считаете, то есть что они когда считаете, происходит наши командующие обмен пошлют ядерными войска ударами, в зону война не радиоактивного заканчивается. поражения? Так, Война надеюсь, не до проверки заканчивается. все-таки не Армия дойдет. продолжает воевать. Все, И давайте для этого сейчас остановимся. Montage Élodie Salé. Ce qu'on comprend dans cet échange, c'est que pour les commentateurs russes, s'il y a un incident, s'il y a une explosion à la centrale de Zaporizhzhia, ce sera le fait des Ukrainiens, ce sera une provocation des Ukrainiens qui tenteront de faire croire que c'est les Russes qui l'ont fait. Romain. De toute façon, ces commentateurs sont dans un exercice de n'importe quoi géant depuis des mois. Ce qu'ils racontent ne représente ni la réalité de la volonté politique et stratégique de la Russie, ni même la réalité de comment les choses sont perçues par la population russe en tant que telle. On est dans un exercice qui est assez particulier et moi, je trouve qu'on peut rarement en tirer des enseignements un peu intéressants. Sur cette problématique de la centrale, effectivement, s'il y avait une fuite significative, ça représente quand même une population à l'échelle de la région qui, sur le long terme, met l'Ukraine en très grande difficulté. Et il y a quand même une ville un petit peu importante à côté qui est Zaporizhzhia. Et pour les Ukrainiens, ce serait une vraie problématique. Je vois pas bien l'intérêt des Russes à faire ça. C'est aujourd'hui un gros levier de chantage. Renoncer à ce levier de chantage, c'est quand même perdre un des atouts qu'ils ont dans la Manche. En plus, effectivement, ça pourrait faire monter le ton de tout un tas d'acteurs. Je pense que même chez les pays qui ne sont pas fortement engagés aujourd'hui, ce type d'incident nucléaire, ce serait quand même une escalade difficilement entendable. Est-ce que pour autant les pays de l'OTAN s'engageraient plus fortement ? Je ne crois pas, parce que ce serait du coup rentrer dans l'idée de l'escalade entre deux superpuissances nucléaires. Et du coup, là où ça pourrait jouer un rôle, c'est qu'effectivement, par contre, les opinions des pays occidentaux seraient remobilisées en faveur de l'Ukraine, en se disant là, on est passé encore dans un échelon du dessus. Et là où ça pourrait être la peur aussi. Non, mais là où l'acceptation aujourd'hui des financements de l'aide ou des livraisons à destination de l'Ukraine peuvent être parfois difficiles. Typiquement en France en ce moment, je pense que pour le français moyen, c'est pas la première des priorités. Si là on repasse dans une échelle catastrophe nucléaire, ça peut remobiliser quand même beaucoup de monde. Donc je vois pas bien ce que les Russes auraient à y gagner. Ça peut aussi avoir l'effet inverse. Et en même temps, je pense qu'il faut garder à l'esprit que jusque-là, les Russes ont toujours été surprenants dans les choix stratégiques qu'ils ont faits, qui n'ont pas toujours eu des résultats mirobolants, mais qui ont été surprenants, et qu'il y a quand même cette idée du rapport de force extrêmement violent, dont une telle étape pourrait être un échelon supérieur. Alors, il y a deux éléments dans ce que dit Romain.
Premier élément, on ne voit pas très bien l'intérêt des Russes. Là-dessus, votre réponse. Non, on ne voyait pas l'intérêt des Russes d'envahir l'Ukraine. C'est pour ça que tous les Occidentaux, encore une fois, là, on regarde la Russie avec des yeux, avec des lunettes d'Européens et d'Occidentaux. Je veux dire, tout le monde s'est planté parce qu'on disait la Russie n'a pas intérêt à envahir l'Ukraine. Non, elle n'a pas intérêt d'un point de vue de notre rationalité, mais d'un point de vue de leur rationalité, qui n'est pas la même que la nôtre, ils peuvent trouver un intérêt. Oui, je reviens sur la terre brûlée, la terre inondée. Quel intérêt avait-il à faire sauter le barrage, à inonder, pour avoir une zone qui était neutralisée? Là, on pouvait considérer qu'il s'agissait de geler une partie du potentiel. Mais là, c'est pareil. En contaminant, il gèle toute une zone. Donc et non seulement il gèle toute une zone, mais à terme, s'ils perdaient dans l'affaire, ils handicapent considérablement l'Ukraine, qui perd une puissance énergétique fantastique. Donc, je crois que ils peuvent l'avoir au dehors du phénomène nucléaire qui, nous, produit des tas d'effets. Mais Isabelle a raison. La logique russe n'est pas du tout notre logique. Et on le voit sur le plateau où, en fait, ils disent « Non, mais c'est pas un problème, on continue la guerre avec des combinaisons, comme si de rien n'était. » Donc, on voit qu'ils sont sur une logique qui est très différente de la nôtre. Deuxième élément, et la question est directe, si les Russes décidaient de piéger, de faire exploser une partie au moins de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ce serait un motif d'entrée en guerre de l'OTAN. Est-ce que ça vous paraît plausible? Écoutez, pour l'instant, les Américains... On parle de nucléaire civil. Hein, oui, mais bon... La question, c'est quel est le degré évidemment, ça aurait des conséquences politiques extrêmement importantes. La question, c'est quelle ampleur aurait la pollution radioactive. Si c'est très localisé, on dira c'est horrible, c'est un écocide, c'est du terrorisme radiologique et nucléaire. Je ne pense pas qu'on irait jusqu'à un changement radical, sauf si ça peut aussi se passer pendant le sommet de l'OTAN à Vilnius, et puis voilà, qui bouleverserait un peu la donne. Mais si vous avez des nuages radioactifs qui partent, si vous avez une pollution, si vous avez la mer Noire qui est polluée, si vous avez un nuage qui part en direction de la Pologne ou de la Slovaquie, là, ça peut être considéré comme une agression radiologique contre le territoire de pays membres de l'OTAN. Volontaire, c'est-à-dire décider volontairement de faire péter une centrale pour balancer des substances radioactives, soit dans l'eau, qui descendront dans la mer Noire. Or, la mer Noire est entourée de pays membres de l'OTAN, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie. Et vous avez aussi les vents. Et là, effectivement, là, on change la donne. Là, c'est une vraie agression. C'est une vraie agression contre des pays membres de l'Alliance Atlantique. Donc ça, ces pays, une fois que leur nuage est sur leur territoire, ou une fois que les eaux de la mer Noire les ont polluées, ils peuvent dire, attendez, nous venons d'être agressés par la Russie. Et donc là, effectivement, on rentre dans la mise en place des mécanismes juridiques d'assistance, article 5, etc., etc. On n'y est pas, clairement. C'est le seul cas où j'imagine qu'on puisse voir quelque chose comme ça se produire. Votre sentiment général là-dessus? Juste deux points. Je pense que, d'abord, il est extrêmement difficile aujourd'hui de voir la crise, la montée en tension, et à quel moment ça provoquerait une décision. Je rappelle simplement qu'une des décisions qui n'a pas été prise en 2014, la ligne rouge sur l'armement chimique en Syrie, est une des raisons pour laquelle Poutine a pensé que les Occidentaux étaient faibles. C'est-à-dire qu'ils ne rentraient pas en guerre comme ça quand il s'agissait d'un sujet qui était ailleurs. Alors évidemment, Jean-Dominique vient d'expliquer que là, le nucléaire risque de toucher directement les pays occidentaux, alors que ce n'était pas le cas en Syrie. Mais je pense que dans la logique compliquée des Russes, il y a aussi l'élément qui est les Occidentaux, ils vont faire comme d'habitude, ils vont crier, ils vont faire je sais pas quoi et tout, et puis finalement, au bout du compte, ils vont pas intervenir. Ça peut être un des éléments de réflexion de leur côté. Tout dernier élément, l'intérêt de l'Ukraine à crier au loup alors qu'il n'y a pas de loup, quel est-il? Parce que forcément, si après-demain, on s'aperçoit que la centrale n'est pas évacuée, que les techniciens sont toujours là. Si, dans quelques jours, la centrale est évacuée
et que quelqu'un s'y rend, en l'occurrence la IEA sans doute, et constate qu'il n'y a aucun explosif qui ont été disposés, il y aura quand même un retour de bâton. C'est un jeu dangereux de crier au loup quand il n'y a pas de loup. Donc on le fait une fois, 2 fois, mais la 3e fois, plus personne ne croit. Il se tirerait une balle dans le pied pour dire les choses. Ce serait totalement stupide, mais bon. Surtout la veille de Vilnius. Si la pression est faite pour obtenir quelque chose à Vilnius et qu'on Au sommet de l'OTAN. Voilà, et qu'on obtient, pas de preuves, rien avant, ça va être compliqué. L'un des destinataires du message, ça peut être l'AIEA aussi en tant que tel, parce que eux n'ont pas accès à toutes les zones de la centrale. Et si les Ukrainiens arrivent à convaincre qu'il y a une vraie inquiétude et qu'ils ont des éléments de s'inquiéter, ça peut peut-être essayer de pousser la communauté internationale à réclamer un peu plus d'ouverture de la part des Russes dans la gestion de la centrale, mais ça reste un peu fragile. Merci Romain, merci Isabelle, merci Dominique, merci Jean-Dominique.